Donc, on va voir aujourd'hui notre réponse organisée rapidement en termes de présentation de la filière automobile avec Patrick Bailly, que vous connaissez bien, président du CNPA, et puis Thierry Archambault, président de la SIAM, tant il est vrai que nous sommes tous les trois, depuis le début, solidaires sur ce dossier. Donc, en résumé, c'est le slide de début, ce sera aussi le slide de fin, parce qu'il condense, nous semble-t-il, l'essentiel de nos messages. Cet avis est bien mal avisé. Bon, on avait des titres un petit peu plus corsés, on s'est contenté d'un avis finalement, une rédaction relativement soft, sur le fait que, décidément, cet avis n'est pas très bien avisé. Le premier point, l'autorité fait un diagnostic erroné sur la prévente automobile. Elle sous-estime depuis le début, mais de toute façon, 16 mois plus tard, c'est pareil, elle sous-estime le vrai degré de concurrence et ignore complètement l'érosion des réseaux des constructeurs au profit des réseaux indépendants. Et deux, elle n'instruit pas les vrais problèmes de fond de la prévente automobile. Et deuxième volet, qui est une conséquence qui est largement évidemment en fonction du premier, quand on fait un diagnostic erroné, il y a de fortes chances que les préconisations soient à côté de la plaque. Et donc effectivement, les recommandations sont incohérentes et infondées, avec une erreur majeure, la suppression. Alors, ça fait quand même sourire, même étalé dans le temps, si c'est ça l'innovation par rapport à l'avis provisoire du mois de mai ou juin, bravo. Donc la suppression, même étalée dans le temps, de la protection des 5 modèles sur les pièces visibles, ça c'est l'erreur majeure. Pourquoi? Parce que ça n'apporte strictement rien aux consommateurs, et au contraire, ça va détruire de la valeur, on va en parler rapidement. Et puis c'est surtout destructeur d'activité et d'emploi en France. C'est vrai chez les constructeurs et c'est vrai aussi chez les équipementiers. Donc, le slide suivant, diagnostic erroné, sous-estimation du vrai degré de concurrence de la prévente et non-instruction des vrais problèmes de concurrence. On va assez vite sur le slide suivant. La sous-estimation du vrai degré de concurrence, c'est tout simplement qu'on a perdu 7 points. Les constructeurs ont perdu 7 points de part de marché en 7 ans par rapport à 2004. On est à 37% aujourd'hui. Les constructeurs sont désormais largement minoritaires. Là aussi, la concurrence, c'est quelque chose qui bouge. Donc il faut avoir une vision dynamique de la chose. Ce n'est pas une vision statique. Donc on a un peu le sentiment que la DLC se contente de prendre une photo à l'instant T et puis c'est terminé. Ce qui compte, c'est pas le passé, c'est à peine le présent. Ce qui compte, c'est l'avenir. Il est évident qu'on voit une courbe comme ça, ça va probablement pas s'arrêter à ce 37% de part de marché, même si, et là, c'est la concurrence qui va remplir son rôle, que chacun des acteurs se défende avec ses propres arguments pour défendre sa part de marché. Donc cette érosion tout à fait marquée dans le temps qui fait des constructeurs maintenant, des réseaux constructeurs, des parts de... Ça doit être Arnaud Montaubourg. Non. Des acteurs désormais minoritaires, en tout cas en dessous de 50% de parts de marché. C'est aussi vrai sur le slide suivant, sur l'âge, en termes d'âge des véhicules. Il y a d'ailleurs une erreur absolument majeure parmi d'autres du rapport, qui soulignait dans les 3-4 ans de mémoire 70% de part de marché des constructeurs. Bon, les études qu'on a, qui sont des études du JIPA, des études externes, je parle de ce contrôle des constructeurs, c'est pas 70, c'est 48. Un détail. On retrouve à droite les 37% qu'on a vu sur le slide précédent, et on voit au fil, en fonction de l'âge de nos véhicules, que de toute façon, cette part de marché, certes, est un peu plus forte au début quand la voiture est jeune,
mais qu'elle décroît très vite, puisque dès 3-4 ans, on est en dessous de 50% de part de marché. Sur le slide suivant, là on est vraiment sur les coûts de l'après-vente, donc je passerai volontiers la parole à Patrick. Donc les coûts moyens annuels d'après-vente par véhicule et par an sont en forte baisse, puisqu'on était à 1020 € en 2000 et on est passé à 850 en 2010. Donc c'était plus que divisé par deux, c'est très important. C'est dû beaucoup à l'espacement des pas d'entretien qui est passé dans la même période de 10 000 km à 25 000 en moyenne. Bien sûr, la fiabilité des véhicules qui s'est fortement accrue. On voit bien dans nos ateliers que les heures de garantie ont été fortement réduites. Et puis, est-ce qu'on fait des comparaisons à prestations équivalentes? Donc, il faudrait mesurer le niveau des pièces qui sont utilisées dans les différentes prestations, les niveaux d'huile quand il s'agit de vidange, hein, il y a des écarts de prix très importants, le nombre d'opérations qui sont contrôlées à chaque entretien. Et puis je dirais également, dans les réseaux constructeurs, nous avons l'obligation de mise à niveau de ce qu'on appelle la modernisation de tout véhicule qui rentre, mais pour une opération simple. On doit contrôler s'il n'y a pas des mises à niveau à faire sur ce véhicule-là. Et ça nécessite en permanence une présence de techniciens plus formés, de niveau technique plus élevé, bien sûr, un peu plus cher. Et puis on joue aussi des prestations de services souvent améliorées. On a des parcs de véhicules de courtoisie, on peut proposer des raccompagnements des clients chez eux. On a certainement des standards de salle d'attente ou d'environnement qui sont assez différents. Donc, est-ce qu'on compare des choses qui sont comparables? Non. Sur le point suivant, et dans la série, on n'a pas, ou l'autorité plutôt a regardé ce qui l'arrangeait et n'a pas finalement élargi le périmètre de son regard à l'ensemble du périmètre de la question. Et le périmètre de la question, c'est aussi les équipementiers. Donc on n'est pas là pour taper, entre guillemets, sur nos équipementiers qui sont nos partenaires, mais juste pour souligner qu'il y a, c'est absolument unfair de regarder sous le prisme de la concurrence avec un espèce d'a priori radical depuis le début et d'oublier tout simplement ce qui se passe entre les équipementiers avec les différents problèmes dont nous entendons parler. Enfin, nous sommes les témoins à travers le monde et puis même à travers la Commission européenne qui regarde ça de très près et là, pas un mot sur l'autorité de la concurrence. Alors, un diagnostic erroné, évidemment, il n'y a pas de surprise, les recommandations sont infondées. Donc l'erreur majeure, qui est celle qui nous préoccupe le plus, parce qu'elle a une dimension, je dirais, stratégique et quelque part irréversible dans la durée, c'est la suppression de la protection au titre des dessins modèles. Donc le premier point, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait sourire sur quelque chose aussi fondamental que ça, de dire non mais c'est pas grave, vous allez mourir dans 5 ans. Ça va aller très bien, vous allez voir comment ça se passe. Une décision absurde ne devient absolument pas meilleure parce qu'on l'étale dans le temps, je dirais même au contraire. Au contraire, parce que ceux qui attendent que la diligence passe comme au coin du bois, les Chinois les uns et les autres, évidemment, leur donner un horizon de temps, alors là, ça va être génial. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'organiser tranquillement et ils vont pouvoir attaquer tout de suite, même si c'est, supposons, libéraliser telle pièce dans 3 ans, et ils vont le faire demain matin. Parce que le temps que les procès, etc., se déroulent, et bien ce sera libéralisé et terminé. Donc c'est pire que d'un coup. Et puis deuxième point, cette protection qui est justifiée pour des raisons, donc pour ceux qui peut-être étaient là au colloque sur la propriété industrielle, qui est une dimension absolument essentielle. On ne peut pas dire l'avenir de la France ou de l'industrie automobile ou d'autres d'ailleurs, d'autres activités, c'est l'innovation, ce que tout le monde crie, clame à corps et à cri, et dire, bon, cela dit, servez-vous quand vous voulez, dès qu'on tourne la page. Donc c'est quelque chose de contradiction fondamentale qui est complètement ignorée par l'autorité, qui semble découvrir
des choses qu'elle ne connaît pas du tout sur comment ça marche une industrie. Marche une industrie, il faut innover, et puis après ça, il y a des modèles économiques qui ne sont pas le propre de l'industrie automobile, qui fait que traditionnellement, pour les industries matures, il n'y a que les industries de création extrêmement récentes, les start-up, qui se payent en quelque sorte tout de suite sur la bête. L'imprimante est une composante de toute façon très importante du business model de l'automobile comme d'autres, et on retrouve donc cette protection au cœur de la stratégie industrielle et dans tous les grands pays industrialisés. Si on prend l'Europe par exemple sur le slide suivant, donc 27 pays, si on voit la carte, on l'a compté tout à l'heure, je crois qu'il y en a 16 sur 27 qui protègent encore, avec un argument, on l'aura dit 12 fois, mais bon, peut-être qu'on aurait dû dire 24 fois, à l'autorité de la concurrence. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose, mais l'Allemagne. L'Allemagne qui est encore répétée dans la vie définitive comme étant un pays, alors on a dû mettre des guillemets, libéralisé de fait. Libéralisé de fait, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et là, j'ai envie de demander à Thierry Archambault, qui représente donc un certain nombre de constructeurs allemands, qui, en complément de ce qu'on sait par ailleurs sur le plan juridique, va vous dire ce qui se passe en Allemagne. Alors, tout au long de l'instruction, l'autorité de la concurrence s'est obstinée à nous expliquer que l'Allemagne ne protégeait pas. On a, pour les convaincre, on a sollicité le VDA, qui est le syndicat qui regroupe les constructeurs et les équipementiers en Allemagne. On a demandé au VDA de nous dire ce qu'il en était et de l'écrire à l'autorité de la concurrence, ce qu'ils ont fait, et ils confirment qu'en Allemagne, il y a protection, droit et modèle, en fait et en droit, sans la moindre ambiguïté. Et à notre grande surprise, on constate que l'autorité de la concurrence, malgré cette information, malgré cette contribution officielle, s'obstine à prétendre, jusqu'encore ce matin, que l'Allemagne libère. Elle fait la même chose concernant les 8 des 10 premières puissances mondiales qui protègent leurs pièces au titre du design, y compris les USA. Les USA, contrairement à ce que dit là encore l'autorité de la concurrence, protègent leur design, leurs pièces. Il y a une contribution de Ford qui a été fournie, là encore très officiellement, à l'autorité de la concurrence. Ford a obtenu récemment aux États-Unis l'interdiction, qu'il soit interdit d'importer dans tous les États-Unis des pièces Ford contrefaites. Ça, c'est une donnée incontestable. Et puis, on a également fait valoir auprès de l'autorité de la concurrence que les États-Unis avaient rejeté la proposition de loi voulant introduire la clause de réparation, c'est-à-dire une libéralisation de fait, aux États-Unis il y a un an. Donc, sur ces deux points-là, on retrouve l'a priori radicale dont parlait Patrick il y a un instant. Il y a véritablement une instruction à charge qu'on a du mal à comprendre. Merci. Donc le point peut-être le plus important, en tout cas pour les consommateurs que nous sommes tous, il n'y a aucun bénéfice à attendre de ce type de mesure pour le consommateur. Les prix des pièces dites constructeurs, enfin des pièces protégées par dessin et modèle, ne dépendent pas de l'existence ou non d'une protection dans un pays donné. Au contraire, c'est complètement décorrélé. Pourquoi? Parce que tout simplement, et éventuellement on pourra répondre aux questions plus tard, ces prix-là sont faits en fonction d'un marché. Donc c'est pays par pays, il y a un niveau de prix qui dépend d'un marché. Les chaussettes en Italie, c'est pas le même prix que les chaussettes à Londres. C'est comme ça, les pièces détachées, c'est pareil. Donc ce qu'on a dit, redit, mais là aussi en tombant dans une espèce de chambre vide, et écrit, et donc là on vous remet sous les yeux rapidement le prix de quelques pièces, de comparatif SRA, donc c'est pas des tarifs écrits ou préparés ou des statistiques faites par les constructeurs, même si évidemment ça se rejoint, mais on a choisi exprès des panels assurance, donc SRA d'une part, et puis CEA, qui est aussi un organisme d'assurance, sur, respectivement pour les SRA, ces deux prix de Renault en l'occurrence, mais ce serait pareil pour PSA, où vous voyez la France, qui est tout à fait indistincte
au milieu d'un espèce de brouhaha de prix de capot de Renault Clio et capot Mégane, c'est pareil. On voit d'ailleurs, par exemple sur le capot Mégane, on voit l'Italie, elle est 50% plus chère, l'Italie étant un pays libéralisé. Enfin, ça montre bien qu'il n'y a aucune relation entre l'existence d'une protection et un niveau de prix. Et si on prend un petit peu de recul au niveau du CEA sur 5 pays majeurs européens, on voit la France. Donc là, c'est un panier moyen sur des pièces de collision. Là, c'est une Peugeot 308. On voit que la France, je ne dis pas qu'elle est en dessous de tous les autres, mais enfin, elle est au milieu, bon, en l'occurrence plutôt en dessous d'ailleurs, des autres pays, en bleu en particulier, qui sont protégés par des dessins modèles. Donc on ne dit pas qu'il faut conserver à tout prix des dessins modèles pour avoir des prix plus bas que les autres, on dit simplement que ça n'a aucun rapport, ça n'a aucune relation. Pourquoi? Parce qu'il y a la relation qui existe, c'est le marché et ses clients. Les affaires, c'est comme ça. Bon. L'autorité n'est pas encore formée pour ça. L'autre point, c'est que non seulement il n'y a pas de bénéfice en termes de prix, donc là on vous l'a fait courte parce que je pense que vous êtes déjà sensibilisé au sujet, donc 2 photos rapidement, on pourra là aussi revenir éventuellement dans des questions. Là en l'occurrence c'est des tests peinture sur une copie de bouclier de Laguna 2 qui, à ma gauche, cloque et s'écaille au lavage haute pression, ce que évidemment une pièce de constructeur, je dirais, ne peut pas se permettre de faire. On ne peut pas se permettre ça. Le Chinois qui est à 18 000 km, franchement, il s'en fout complètement que ça cloque. Hein. C'est pas son sujet. Nous, c'est notre sujet en tant que constructeur et c'est le sujet aussi des réseaux. Donc c'est pour ça qu'on a tenu rapidement à vous dire que pas de bénéfice économique et par contre vous rappeler qu'il y a de la perte en ligne en termes de qualité. Alors, les augmentations de prix, donc ça c'était un graphique qui nous avait particulièrement scandalisé, qui était le graphique de gauche, qui mettait la France en particulièrement mauvaise position en termes de hausse de prix, sachant que le contenu, on ne va pas trop entrer dans les détails aujourd'hui, mais l'autorité le sait parfaitement, et surtout l'INSEE le sait parfaitement, l'INSEE qui a été consulté indirectement par l'autorité récemment et qui leur a dit, bon, votre analyse statistique, c'est assez moyen. Bon, ce qu'on avait écrit, argument en tête à l'autorité dès le mois de mai, hein, je pense, on l'a écrit en mai, avril ou mai, je ne sais plus. Donc quand vous corrigez les graphiques d'évolution qui, j'essaie de faire ça, par pays, certains mettent que les pièces, d'autres pays mettent les pièces et toute la main-d'œuvre. Puis entre les deux, vous avez à peu près n'importe quoi, un petit peu de pièces, un petit peu de main-d'œuvre, etc. Donc, du coup, le graphique de gauche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut comparer des choux et des carottes. Alors, quand on recorrige le graphique en remettant à droite les choses comparables, c'est-à-dire qu'à ISO contenu de pièces, ça c'est facile, mais surtout à ISO contenu de main-d'œuvre, ISO quantité de main-d'œuvre pays par pays, vous voyez que ça change un tout petit peu. Et vous voyez, d'ailleurs curieusement, mais encore une fois c'est un hasard, là, il ne s'agit pas de me faire dire ce que je ne veux pas dire, mais il se trouve que le Royaume-Uni et la Belgique, qui sont tous les deux des pays libéralisés, ont augmenté plus que les autres. Donc, on n'accuse personne, on dit juste, c'est juste tout à fait faux, le graphique de gauche. Et donc, on a été vraiment heurté, je pense que les réseaux et les clients, relayés par la presse, vous avez fait votre boulot, vous croyez ce qu'on vous dit, vous avez relayé des graphiques de gauche présentés au mois de juin, c'est en juin ça, au moment de l'avis provisoire, évidemment, on a pris tout ça dans la figure et les clients n'étaient pas contents. Ils disent, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, nous, on vous dit maintenant, à vous, clairement, que la vérité, c'est les graphiques de droite. Donc, encore une fois, aucun rapport entre le niveau de protection
dans un pays et le niveau de hausse de prix. Je commence à fatiguer. Donc là plus récemment, et on retrouve des graphiques qui ont été utilisés par l'autorité de la concurrence avec une petite subtilité qui devrait m'avait un peu échappé. On est passé d'une description à gauche qui était l'évolution des prix, donc avec le flou dont je viens de parler, et donc maintenant ils ont introduit, sans changer les graphiques, à les prix, l'évolution des prix des pièces do-it-yourself. Bon, on ne change pas de graphique, on change de descriptif. Enfin, franchement, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc là, nous voulions partager avec vous aujourd'hui, c'est un tout petit zoom, hein, et sur quelque chose d'assez fondamental, sur une mauvaise foi quand même caractérisée, qu'on avait déjà détectée sur certains graphiques au mois d'avril, de mai ou juin, et qu'on retrouve là par une espèce de glissement sémantique qui change quand même tout, parce que do it yourself, d'abord personne ne sait exactement ce que ça veut dire, donc on va supposer que c'est le prix des pièces seules, mais c'est toujours pas le cas, puisque dans les prix des pièces par pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains pays mettent un peu de main-d'œuvre. Donc tout ça est toujours de l'ordre de la manipulation au service d'une doctrine préétablie. Bon, maintenant peut-être le plus important, et je l'ai dit en introduction, pas de gain monétaire pour le consommateur. On est sur pièces dessin et modèle. Ou alors c'est moi, je sais pas. Non, j'ai l'impression que tu as sauté un slide, non? C'est celui d'après qui manque, le slide 14. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de graphique particulier, c'est pas de gain monétaire pour les consommateurs. Il n'y a aucune chance de répercussion par les assureurs d'une hypothétique baisse de prix dans le montant de la prime d'assurance. On n'est pas en train de parler de prix, encore une fois, de chaussettes, je ne sais pas quoi, on est en train de parler de pièces qui sont, si on peut dire, captives de leur marché, qui est celui de la collision. Donc si vous baissez les prix, Dieu merci, c'est pas pour ça qu'il va y avoir plus d'accidents. Donc de toute façon, le marché, en quantité, il est ce qu'il est, et d'ailleurs, au passage, il est destiné à descendre régulièrement, pour le plus grand bien de la société, et même si les réseaux doivent en tenir compte, effectivement, voir ce marché réduire. Et donc, une baisse de prix éventuelle de ces pièces, le client, il ne voit rien. Ce qu'il voit, c'est l'évolution de la prime d'assurance. Est-ce que quelqu'un ici peut croire une seconde qu'une évolution de... on a calculé, hein, si les prix baissaient de 5%, mettons, de 5%, ça ferait une baisse de la prime d'assurance de 2,50 €. Allez, je vous fais à 10%, 5 €. Du coût de la construction de la prime d'assurance. Mais quelqu'un ici dans la salle croit une seconde que les compagnies d'assurance vont répercuter ça? Non, non. D'ailleurs, les primes d'assurance, où est-ce qu'elles sont le plus chères et où est-ce que, j'ai vu ça ces jours-ci, là, où est-ce que les clients, voire les autorités, s'inquiètent de l'évolution des primes d'assurance? C'est l'Angleterre, le pays libéralisé. Donc encore une fois, il n'y a aucun lien entre ce que le client va vraiment payer, qui est en l'occurrence la prime d'assurance, et les éléments de coût de cette prime d'assurance, qui est évidemment le nombre de sinistres, et le coût de chaque sinistre, dont certains disent qu'éventuellement il y aurait une petite incidence en termes de prix. Le client ne le verra jamais. Par contre, ce qu'il verra tout de suite, c'est une réduction de l'offre de services aux consommateurs avec un risque d'augmentation des prix sur les pièces les plus anciennes, parce que les Chinois ne vont pas s'amuser à faire des capots de chevaux 1965, eux, ils vont taper sur la Mégane 3, comme ils le font déjà. Allez voir sur le site Satcham en Angleterre, hein, qui certifie, puisque c'est un pays libéralisé,
il certifie des pièces adaptables, et vous verrez que 80% des pièces sont en Chine, sont faites en Chine et à Taïwan. Bon, c'est QFD. Donc pas de gain monétaire, et à l'inverse, plutôt une réduction de services et de l'offre en termes de services aux consommateurs. Et enfin, donc là c'est un sujet qui est plus corporate, mais en même temps plus social ou sociétal, la destruction d'activités et d'emplois en France. Donc ce tableau-là, qui est peut-être le plus important, en tout cas pour les constructeurs, peut-être pour M. Montebourg, c'est au fond ces pièces qui sont vendues par Renault et PSA et qui, je le précise, parce que là aussi, dans la série, je raconte n'importe quoi, il y a eu de la désinformation qui n'a pas été contredite par la DLC. Là, ce n'est pas les pièces vendues en France, c'est les pièces qui transitent par les magasins centraux des constructeurs français et qui, à partir de là, envahissent, ou enfin bref, irriguent plutôt, oui, envahissent peut-être un peu fort, pas assez d'ailleurs, le monde. Donc c'est les pièces protégées Renault et PSA, donc on a fait la moyenne des deux, les chiffres sont d'ailleurs extrêmement proches entre les deux. 71% de ces pièces sont fabriquées en France, 96% si on ajoute l'Union européenne en France. Et 4% hors Union européenne, bah oui, vous trouverez quelques pièces de Coléos ou de Latitude qui sont effectivement fabriquées là-bas, puisque les véhicules sont fabriqués là-bas. Mais vous voyez le poids. Alors, si on libéralise ça, on sait que le chiffre d'affaires concerné et perdu représente environ 230 millions d'euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires constructeur, et on passe à 400 millions d'euros si on ajoute la main-d'œuvre et ce que ça utilise au niveau des réseaux. Donc on a demandé à une entité extérieure, donc en l'occurrence le GERPISA, de faire une étude macro, parce que le pièce à pièce n'a pas de sens à ce sujet-là. Au fond, qu'est-ce que ça ferait perdre en termes d'emploi en France, compte tenu de cette base de départ. Et donc on tombe sur l'estimation de 2200 emplois dans la filière amont en France. Bon, plus éventuellement l'aval, mais là c'est un peu plus compliqué parce que ça passerait éventuellement d'un côté à l'autre. Donc on ne parle pas de ça, on parle de la filière amont, et c'est 2200 emplois qui seraient perdus en France si on libéralisait. Et on sait très bien que ça va. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça va à 15 000 km d'ici, à l'est. Sur un dernier point, là on quitte un petit peu le territoire des pièces d'essai modèle, et je repasse la parole à Patrick Bailly sur d'autres recommandations que nous considérons comme Alors, un petit rappel pour commencer. Vous savez que dans notre organisation professionnelle, on a la branche des indépendants, qui sont tout à fait concernés, bien sûr, par l'avis d'ADLC. Et au niveau des informations techniques, nous n'avons absolument aucune remontée de défaillance quelconque. On a même, d'ailleurs, cette même branche a même mis au point un système de location d'un appareil multimarque, si je puis dire, avec un prix d'abonnement de tous les données techniques et de base de renseignements, si vous voulez. Il y en a d'autres, mais la preuve, c'est que même nous, on en préconise. Et de toute façon, quand il s'agit d'acquérir le matériel des réseaux, le réseau l'achète au même prix que les indépendants. Il n'y a pas de différence de prix d'accès aux données techniques, que ce soit un élément de réseau ou que ce soit un indépendant. Disponibilité des pièces, je n'ai pas bien compris ce qu'ils veulent dire. Parlerait à un moment donné de pièces anciennes ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, nous mesurons la disponibilité de nos pièces parce qu'on appelle le taux de service. Et les taux de service sont très élevés puisque ce sont des taux qui tournent autour de 95%. Quand on est en dessous de 95, c'est quand gère mal notre magasin, si je puis dire, et qu'on ne sait pas commander les pièces puisqu'elles sont disponibles. Si on la commande encore, à 2 minutes près, c'était bon, avant 17h, on l'a demain matin et la voiture du client est dépannée. Y compris les pièces les plus anciennes puisqu'elles sont disponibles pendant 10 ans après l'arrêt de la construction du véhicule. Les prix recommandés, je pense que
tout le monde estime que c'est plutôt un repère pour les clients. Ça permet de savoir le prix de la pièce et à quel prix il la paye finalement dans sa négociation avec son fournisseur. Quant aux garanties, extension de garantie, ben, la loi oblige de toute façon à ce que tout entretien fait pendant l'utilisation du véhicule chez un professionnel, ça ne fait pas perdre ni la garantie ni l'extension de garantie. Je pense qu'il y a une confusion dans la tête de la DCL, c'est les extensions de garantie avec les contrats, on pourrait appeler les contrats de prestation de service, un client qui dit, bon ben moi je veux que vous me fournissiez un entretien par exemple sur 80 000 km et 3 ans pour ma voiture ou 4 ans, donc on lui fait une proposition de prix. À ce moment-là, il est bien évident qu'il va faire la prestation, c'est celui avec lequel il a co-contracté. C'est vraiment un choix délibéré que les clients estiment utile, puisque le taux de pénétration dans ces types de contrats-services, si vous voulez, ça va au-delà, parce que souvent il prend un véhicule de remplacement, il fait un tas de choses, si vous voulez, pour vraiment se sortir de la tête la problématique entretien du véhicule. Donc je pense que là, il y a une vraie confusion, mais au niveau des informations techniques, déjà, c'est obligatoire depuis la norme Euro 5, hein, et ça fonctionne bien, je vous dis au même titre qu'on a mis au point des systèmes pour aider justement les indépendants dans notre branche professionnelle à accéder, pour ceux qui sont multimarques, à avoir un appareil unique avec des données qui concernent toutes les marques auxquelles il veut s'abonner, bien évidemment. Donc il y a un côté enfoncer des portes ouvertes du genre information technique, parce que c'est obligatoire depuis des lustres par la Commission européenne, et je pense que tous les constructeurs font le boulot. Et l'autre illustration d'une démarche un petit peu étrange, c'est les prix recommandés. Bon, vous voulez quoi là? Il n'y a pas de prix recommandé, vous voulez changer votre œil, bon, allez voir, allez négocier là. Il y a 2 millions de références, chacun va négocier n'importe quoi. Enfin, c'est extrêmement bizarre, quoi. Un prix recommandé, c'est un prix recommandé. C'est un prix recommandé, maximum d'ailleurs. Il faut quand même savoir un petit peu de quoi on parle, savoir si c'est 100 000 ou 10 euros, quoi. On comprend pas très bien. Et puis pour pré-conclure, en termes d'action de la filière automobile, donc là, je reviens un peu plus sur les engagements des constructeurs, pour ceux d'entre vous qui avaient suivi avec passion certainement le déroulement de cette saga à la fin de l'année dernière. Les constructeurs, c'était les présidents des constructeurs s'étaient engagés personnellement sur différents points. Le premier, c'était un engagement de modération des prix des pièces visibles, de façon à s'engager à suivre l'évolution de ces pièces et à se garantir, et à garantir au gouvernement et aux clients pour rester dans les clous. Et les clous, en l'occurrence, étant une évolution qui soit inférieure à l'inflation. Donc là, vous avez les 3 chiffres qui sont constatés, c'est des chiffres assez rares, hein, je crois, ceux-là, donc des chiffres encore une fois externes, mais qui corroborent, Dieu merci, les évolutions internes des constructeurs. Donc on est à 1,50 pour Citroën, à 42 pour Peugeot, à 74 pour Renault, donc on est en dessous de l'inflation, cet engagement est tenu. Il y a, je vais passer au 3e directement, négociation avec les équipementiers sur faire évoluer ou rendre plus mature la relation avec certains équipementiers en termes de co-commercialisation, notamment sur les pièces, pas notamment d'ailleurs, sur les pièces où il y a interaction entre l'innovation technologique et l'innovation design. Nous, on dit, nous les constructeurs, on dit le constructeur, il conçoit le design, donc il est propriétaire du design. Oui. L'équipementier dit oui, mais moi je suis propriétaire de la technologie. Chacun propriétaire de son truc, tout va bien. Il y a quelques pièces où il y a objectivement, donc c'est ça notre évolution qu'on est en train de proposer aux équipementiers, où il y a une interaction entre les deux. C'est-à-dire que l'évolution de la technologie, je ne sais pas, par exemple les LED avec les phares, on comprend bien que ça donne un degré de liberté que le designer du constructeur ne peut pas prévoir, il ne peut pas en profiter si l'équipementier ne lui met pas au service de son design cette technologie. Donc sur un certain nombre de pièces qui sont essentiellement tout ce qui est lanternerie, tout ce qui est feu et vitrage,
nous sommes effectivement, comme on l'avait dit à l'époque, en discussion avec les équipementiers et avec leur syndicat professionnel, la FIEV. Le troisième point, donc celui du milieu, c'est la pièce de réemploi. La pièce de réemploi qui est un élément, pour ceux qui ont lu dans le détail le plan dit Montebourg de l'industrie automobile, je crois que c'est le point 8 ou 9, il y a un élément sur la pièce de réemploi. Si vous voulez tuer la pièce de réemploi, c'est sûr qu'il n'y a qu'à faire venir de Chine et puis on n'en parle plus. Donc il n'y a plus de pièce de réemploi. Donc on ne peut pas vouloir plutôt tout et son contraire. Si on veut, et c'est la volonté des constructeurs de s'intéresser à la pièce de réemploi, si l'on se dit, ce que nous pensons, qu'il y a probablement un réservoir d'emploi et surtout de recyclage, de protection de l'environnement, etc., derrière cette idée, il ne faut pas tuer dès le départ la pièce en permettant d'envahir par des cargos qui viennent de Chine des pièces que vous voulez réutiliser. Donc voilà en termes sur les trois engagements, et puis à la fin, et ce sera le dernier slide qui sera le même que le premier et qu'on va garder, si vous voulez bien, en fond d'écran pendant vos questions. Au fond, je ne vais pas vous le relire, mais au fond, de quoi on parle? On ne parle pas de protection du consommateur, vous l'avez compris, de toute façon, il n'a rien à gagner là-dedans. On parle de quoi? On parle d'une bête affaire d'attaque de diligence, d'attaque d'une activité qui aujourd'hui est sous contrôle, au meilleur sens du terme, des réseaux pour le plus grand bienfait des constructeurs, d'attaque par nos adversaires, qui sont d'ailleurs plutôt de la grande distribution, hein, qui veulent une part de leur business, c'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça, et pour ça, il faudrait faire quoi? Il faudrait, vous me direz c'est positif, on va créer des emplois en Chine, mais enfin on n'est pas là pour ça. Donc voilà, j'ai envie de conclure là-dessus pour confirmer notre position tripartite sur ce sujet qui a de multiples dimensions, et nous sommes à votre disposition pour des questions, nous trois, mais aussi des représentants des constructeurs pour répondre à des questions techniques ou à des chiffres. Oui, je voulais savoir si vous envisagiez un recours dans le Conseil d'État comme vous l'aviez fait pour le diagnostic initial. Oui, parce que faut être cohérent. Si on a été choqué par la démarche qui consiste à jeter en pâture toute une profession avec des graphiques pipés à la presse, qui fait son boulot, qui reprend les chiffres et qu'on rame après ça pendant 2 mois, 3 mois pour expliquer au public, ce qui est quand même assez compliqué parce que c'est technique et que tout ceci est faux, et qu'au fond on constate que dans le rapport définitif rien n'a changé, au contraire, avec les glissements sémantiques là, pour arranger les bidons, oui, on va déposer un recours contre l'avis définitif. Là je lis parce que je trouve que c'est vraiment très bien dit, mais une entité qui s'auto-saisit en autodéclarant qu'il existe un problème. Ça c'est juin l'année dernière, ou juillet 2011. Qui auto-instruit, ça c'est son boulot, en s'auto-persuadant que ce problème existe. Qui auto-décide que ce dont elle s'est auto-saisie et a auto-instruit est juste. Évidemment, c'est elle qui tient la plume. Et tout ça sans recours, c'est à peu près écrit qu'on va dans le mur. Qu'ils vont dans le mur. Donc nous pensons qu'ils vont dans le mur une fois de plus aujourd'hui, ou ce matin, et donc naturellement, le recours qu'on a déposé au mois de juin sur l'avis provisoire, on va le retrouver sur l'avis définitif. Alors là, sur le jugement juridique, je vais passer la parole à Maître Vogel, mais ce sera les mêmes sur le fond que sur l'avis provisoire. Oui, je pense qu'il y a les mêmes fondements à la fois de procédure, parce que la procédure d'avis n'est pas au point, comme l'a dit Patrick Blin,
Ce n'est pas une procédure normale. On n'a aucune des garanties normales pour éviter une erreur. Normalement, dans un procès, pour éviter les erreurs, il y a trois choses. On fait appel à un tiers, un juge neutre par rapport à la question. On a un débat contradictoire entre les deux parties et il y a un recours. Là, on n'a aucune de ces trois garanties, puisque l'autorité n'est pas neutre par rapport à la question. Elle a déjà décidé il y a 16 mois. Il n'y a pas eu de vrai débat contradictoire. On n'a jamais été confronté, les deux parties ou les multiples parties, on n'a pas été confrontés en même temps devant le collège pour s'expliquer de façon publique et contradictoire. Et enfin, il n'y a pas de recours qui permet normalement de contrôler qu'on ne fasse pas d'erreur. Donc, du point de vue de la procédure, c'est les mêmes arguments qu'on va faire valoir. Et sur le fond, encore une fois, sur le fond, on a un avis qui n'est pas juste, qui est fondé sur des éléments qui ne sont pas exacts. Donc à la fois, et sur toutes les recommandations, on considère qu'elles sont inexactes et contre-productives. Donc on va répéter tout cela au Conseil d'État et on espère qu'on sera entendu. Merci. Je crois qu'il y avait une autre... Non. C'était madame. Celle-là. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai bien compris que l'ennemi c'était la Chine, éventuellement la presse qui racontait un peu les arnaques que tout le monde arrivait d'entendre. Cela dit, votre crainte, à vous aujourd'hui, est-ce de perdre une manne financière sur de la pièce non visible, pièce de rechange, un optique visible, pardon. C'est-à-dire, là on perd un magot, très clairement, ou est-ce que vous craignez qu'à force et que petit à petit, avec un optique que l'on vend n'importe où, vous perdiez totalement une clientèle dans votre réseau? Je trouve que le problème aujourd'hui n'est pas posé ni par vous, ni par l'autorité ce matin. C'est-à-dire, que craignons-nous réellement? Parce que la résultante, c'est pas la même. C'est-à-dire, où on se dit, le souci pour le consommateur, c'est la pièce visible. Où on se dit, il est tout autre. Et s'il est tout autre, autant poser les bons débats pour vous arguer avec les bons arguments, et pour l'attaquant, ne pas se tromper comme vous êtes en train de nous le dire. Bon, comme j'ai montré sur un des graphes au début, de toute façon, l'évolution du marché en général, on l'a vu, là on a perdu 7 points en 7 ans dans les réseaux constructeurs, donc cette dynamique-là, bon, on n'est peut-être pas très content, mais c'est comme ça, c'est l'évolution de la concurrence, et ça c'est vrai sur tous les marchés. Nous, ce qu'on pense, alors là je vais parler constructeur, puis éventuellement je passerai la parole à Patrick et à Thierry pour d'autres constructeurs et puis pour les réseaux. Nous, côté constructeur, parce qu'après tout je suis président du comité des constructeurs français d'automobiles, nous ce qu'on voit, et vraiment ce qui nous fait hurler intérieurement, ce qu'on traduit par un recours aussi, c'est cette espèce d'ignorance quand même extraordinaire du problème de l'emploi. Parce que ça, c'est écrit. Les tôles, elles sont fabriquées, c'est plus que 71%, je crois que c'est j'en sais 85%, qui sont fabriquées en France, c'est encore plus que ça. Et ce jour-là, mais encore une fois, allez voir, si vous ne l'avez pas fait, le site Satcham. Vous voyez, ça part, mais alors là, en quelques semaines. Même si ça se libéralise dans 3 ans ou 5 ans, si on suit Donc ça, en tant que constructeur et responsable de personnel, a fortiori en ce moment, c'est absolument scandaleux et même incroyable de s'entendre dire ça ou lire ça, alors qu'on a la responsabilité, et je sais que c'est pas facile en ce moment, de milliers d'emplois. Donc ajouter ça là-dessus, franchement, c'est absolument scandaleux. Bon, côté constructeur, mais ça Patrick Bailly dirait la même chose, il y a aussi la satisfaction des clients, où on sait très bien que même dans les pays libéralisés, c'est le cas aux États-Unis et c'est le cas en partie en Angleterre, les compagnies d'assurance disent non, bon, alors au début, tout feu, tout flamme, pièces adaptables et compagnie, puis finalement, à la fin, ils disent bon, finalement, on va peut-être revenir à des pièces constructeurs, parce que quand on gagne peut-être 5 € sur un capot et qu'on en dépense 50 parce que le capot, il n'a pas tout à fait les bonnes dimensions parce qu'il vient d'ailleurs, finalement,
à la fin, ça ne marche pas. Donc voilà, côté constructeur, il y a ça, plus en filigrane, je crois que c'est écrit dans la version de ce matin, une réflexion profonde sur le modèle économique de l'automobile. Bon, pas très bien si c'est le boulot de l'autorité de la concurrence de s'occuper de ça, mais il est clair que l'après-vente, ça fait partie du modèle économique je l'ai dit au début, je crois, de toute activité, toute industrie, surtout quand elle est mature. Bon. Et donc voilà, côté constructeur, je ne sais pas si côté réseau d'abord, Patrick. Non, votre idée est intéressante. Il va falloir qu'on monte, je parle de la main-d'œuvre, hein, que finalement, on nous dit toujours, vous êtes plus cher, ça coûte trop cher, etc. Qu'on arrive au-delà de l'autorité de la concurrence, qu'on démontre aux citoyens, aux consommateurs, que finalement, on est compétitif à qualité peut-être différente. Vous faites des choix. On peut aller au restaurant, au kebab, ou on peut aller chez Bocuse, c'est toujours manger, on ne cherche pas la même chose et on ne paye pas le même prix. Moi, je vais vous parler d'une expérience, je suis contre la frontière allemande, luxembourgeoise, belge. Les prix de la main-d'œuvre en Allemagne, ils nous font rêver. C'est beaucoup plus cher que chez nous. Pourquoi les statistiques sont fausses? Parce que on part d'un prix, on a mis tout le monde à la base 100 à un instant donné, c'est pas vrai. Eux, ils sont partis de là. Nous, on est parti de là. Qu'on ait une tendance à les rattraper, c'est logique, mais on court encore, au point de vue prix, largement derrière. Luxembourg me dit que c'est moins cher. Pourquoi? 44% d'écart de charge sur les salaires. Vous voyez un peu l'incidence que ça peut avoir sur les prix à la fois que vous facturez aux clients et aux salaires que vous pouvez donner aux salariés. Voilà des différences flagrantes de fonctionnement, et nous, on est au milieu de ce triangle, si vous voulez, on en subit les inconvénients. Hein. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. En Allemagne, les prix de main-d'œuvre sont très chers. Vous avez le Luxembourg qui touche, nous, etc. 44% d'écart de charge sur un salaire. Vous pouvez donc avoir des prix clients plus intéressants et un salarié plutôt mieux payé également. Oui, je rajouterais, on peut craindre également une atteinte à l'innovation. Les uns auront les coûts de recherche et de développement, et les autres auront, sans avoir besoin de le faire, la possibilité de vendre. Bon, ça, c'est quelque chose de terriblement handicapant. On peut craindre également pour la sécurité. Les pièces ne sont pas de même qualité, ne sont pas comparables en termes de sécurité, ça c'est incontestable. Et puis, vous pourriez vous étonner en vous disant, mais après tout, en quoi le représentant des marques étrangères en France peut finalement se soucier que l'industrie française perde des points de compétitivité éventuellement? Tout simplement parce qu'on craint un effet domino en Europe, parce que l'Allemagne protège, contrairement à ce que dit la DLC, et on sait bien que s'il y a un effet domino en Europe, on aura des difficultés à affronter la concurrence internationale, tout simplement. Oui, j'aurais voulu que vous précisiez un petit point concernant l'emploi, parce que de mémoire, il n'est pas écrit qu'on vous interdise de vendre ces pièces. Il s'agit juste de l'autoriser également pour les équipementiers qui les fabriquent déjà pour votre compte. Donc ces gens-là auraient simplement un canal supplémentaire de distribution, d'une part. Et en ce qui concerne les pièces que vous fabriquez pour votre part, a priori, c'est pareil, dans les sites de production, les presses vont continuer d'imprimer des pièces, et donc il faudra toujours une personne pour appuyer sur le bouton de la presse, et également des personnes dans les magasins pour gérer ces stockages de pièces, y compris dans les magasins centraux. Donc j'aurais bien voulu que vous me précisiez un petit peu cette perte d'emploi supposée, comment vous la calculez, et surtout, comment on arrive à des tels chiffres. Ce sont des... J'ai été un peu rapide, et puis on ne va pas trop s'étendre là-dessus, parce que c'est une étude macro. Hein, c'est une étude macroéconomique, c'est pas une étude pièce à pièce, parce que ça c'est pas possible. Mais ça rejoint tout de même un certain bon sens que de se dire, si on perd 40% de chiffre d'affaires, il va se passer quelque chose, quoi. Ça va pas, on va pas garder, il commence vraiment à agacer ce truc-là. On ne va pas garder les gens à regarder la presse qui va taper une pièce sur deux au lieu de deux pièces sur deux. Forcément, il y a un truc, il y a un moment où ça craque. Il y a un moment où, bon, c'est un peu polémique de dire ça, mais il y a un moment où, quand le nez est vide, il faut faire quelque chose. Quand la pièce est vide, quand la presse est vide, il y a un moment où il faut arrêter parce que ça n'a plus de sens.
Donc ça, c'est sur la tôlerie, c'est clair qu'on ne va pas garder ça éternellement. Là où je suis d'accord, c'est quand le véhicule est encore en production, bon. Mais quand le véhicule n'est plus en production, là c'est clair que c'est les Chinois qui raflent tout, hein. C'est instantané, quoi. Donc je ne sais pas si peut-être sur les constructeurs... Oui, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Il y a bien la pièce série, la pièce hors série. La pièce série, effectivement, est dans un flux de production et on tape un tout petit peu plus de tonnes. Sauf que là, on tapera quand même moins. Donc il y aura quand même déjà une incidence, même si elle est plus faible que dans le cas du hors-série. Dans le cas du hors-série, il y a deux catégories, enfin on a deux techniques différentes. Chez Renault, ce sont les usines qui continuent à produire. Chez PSA, on démonte les outillages et on les amène dans une unité industrielle à Vesoul. Il est clair que si la demande est divisée par deux, c'est ce que nous avons constaté dans certains pays, nous réduirons par deux la production avec les conséquences sur l'emploi qui vont avec. Donc il y a bien une incidence directe sur la production et sur l'effectif consacré à cette production. Je voudrais ajouter quelque chose. Si vous perdez, aucun constructeur peut se permettre de perdre comme ça 230 millions sans réagir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter le prix des autres pièces, celles qui tournent peu. Le compte n'y est pas. Et pour le consommateur, je ne vois pas le bénéfice. Mais là, le compte n'y est pas. Donc la deuxième solution, c'est d'augmenter le prix de vente des voitures neuves. Je crois qu'à aucun moment, les constructeurs français ou étrangers n'envisagent ça, puisque tout le monde a une tendance plutôt à faire des voitures qui coûtent moins cher, en prestation équivalente. Donc la troisième solution, c'est un ajustement sur les coûts de structure. C'est tout. C'est là où l'autorité de la concurrence est sortie de son champ de compétences et qu'elle a fait un rapport entaché d'amateurisme. Elle ne comprend pas comment fonctionne une entreprise privée soumise à une concurrence mondiale. C'est tout. Justement, M. Archambault, quelle solution vous avez trouvé, vous les importateurs, dans les pays où quand même il y a de la libéralisation, et vous êtes toujours présent? Quelle solution parmi ces trois-là vous avez choisi pour survivre et faire du chiffre quand même ailleurs? Et c'est ce qu'expliquait Patrick au début de son topo. La fixation d'un prix sur un marché dépend de la position de l'entreprise sur ce marché et du couple stratégique qu'elle veut jouer entre prix et volume, prix et part de marché. Pour un constructeur donné, sa position peut varier suivant les pays du monde sur lequel il opère. Et elle opère en fonction de sa position sur le dit pays. Donc il y a autant de stratégies qu'il y a de pays, si vous voulez, pour le faire. Simplement, il y a des garde-fous à respecter. Une même marque ne peut pas faire varier ses prix de manière importante dans des pays limitrophes. Sinon, elle crée une filière d'importation parallèle qui va perturber ses flux, ses analyses de marché, etc. Donc il y a nécessairement un premier garde-fou de ce type-là. Puis il y en a un deuxième, c'est qu'elle ne peut pas non plus faire n'importe quoi par rapport à la concurrence. Parce que les consommateurs sont parfaitement informés. On traite de tout le débat là comme si les consommateurs qui achètent des voitures n'avaient aucune idée de ce qui se passe. Le prix des réparations est totalement pris en compte par un acheteur de voiture neuve au moment où il achète sa voiture. Et vous allez me dire, oui, le tirage de la presse spécialisée n'est pas forcément comparable aux ventes annuelles qui se font. Mais au moment, c'est vrai que tout le monde ne lit pas la presse spécialisée toute l'année, mais les gens qui achètent une voiture, en général, achètent à ce moment-là la presse spécialisée pour se renseigner. Et toute l'information comparative figure de manière tout à fait transparente. Hein. Donc il faut garder ça aussi présent à l'esprit. On est sur un marché mature, avec des consommateurs tout à fait affûtés, et où l'information est totalement transparente. Il y a une catégorie de clients qui, eux, suivent ça au centime, c'est les flottes. Les flottes qui sont, souvent les grandes flottes sont en auto-assurance, et je peux vous garantir qu'ils suivent ça. Je regarde les constructeurs, et quand j'étais encore aux affaires, il nous arrivait, à leur grande dame, d'intervenir auprès de la prévente pour qu'ils fassent un petit effort sur la prix d'entrée de marché, parce que ça ne passait pas et on risquait de perdre une flotte complète. Alors quand vous êtes sur le fil du rasoir par rapport à un concurrent, c'est pour ça que c'est pas marché, sur une flotte de 5000 bagnoles, je peux vous garantir que là vous regardez ça et vous n'achetez pas la presse spécialisée. Hein. Les gars, ils suivent ça mieux, mais de façon plus précise et très ciblée en fonction de votre version, des options, des voitures que vous comptez leur vendre. Donc, s'entendre dire ou s'entendre lire, si on peut dire, qu'il n'y a pas de concurrence, franchement, ça fait sourire.
Après, on va faire un point radio, parce qu'on a aussi un Premier ministre. Ça peut être très rapide, c'est le petit bout de la lorgnette, et c'est bien de revenir sur la position du consommateur, j'aime assez. Monsieur Blin, peut-être qu'il vous reste des souvenirs. Savez-vous aujourd'hui, pour changer une ampoule sur une Renault Modus, combien ça coûte? Alors, mon souvenir, qui est un peu lointain, et je vais courageusement passer la parole à mon ancien Non, je vous le dis, c'est pas un jeu. C'est 95 €, et je sais, et c'est pas le prix de la pièce. C'est-à-dire que quand je veux toujours revenir à l'essentiel au consommateur, on parle de pièces visibles, non visibles. C'est pas le prix de la pièce. 95 €. Je sais. La faute à qui? La faute à quoi? Non, mais ça n'a, si vous me permettez, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il y a Du un problème. tout. C'est l'appel au consommateur qui m'a fait réagir, et êtes... sur l'essentiel de notre vie de consommateur. Merci. Vous êtes d'accord, et j'espère que je ne vais pas faire de gaffe vis-à-vis de Renault. Autant je me souvienne, il y avait un problème un peu spécifique de conception sur Modus, qui fait que quand vous voulez changer un tout petit truc, il faut tout changer. Bon. Mais ça, c'est pas... Pardon? Non, mais non. Mais c'est ce que je vous dis. Donc là, on a un problème spécifique de conception. Je ne sais pas si Renault a pu corriger le tir, parce qu'une fois que c'est fait, c'est mal parti. Oui, je peux juste préciser une chose, c'est qu'effectivement, ça c'est un exemple qui est connu et qu'on nous rabâche depuis Modus. Bon, effectivement, il y avait un problème de conception sur ce véhicule. On en a tiré les enseignements, et c'est un défaut qui ne s'est pas reproduit sur les véhicules suivants. Voilà. Et j'ajouterais qu'on change de moins en moins. Les voitures sont de plus en plus fiables. Chacun, on n'est pas en train de dire tout c'est la faute de l'autre, ils sont vilains, etc. Je crois que le Modus est effectivement un exemple que Renault a reconnu, une conception qui n'était pas très bien faite sur ce point-là, dont acte et tout. Mais on n'est pas du tout dans le sujet des tôles à faire taper chez les Chinois. On fait un point radio, on conclut sur ce point-là. Écoutez, voilà, j'espère qu'on a été clair et convaincant sur le sujet. Donc pour conclure, le rapport de la DLC, si vous voulez bien, lisez-le avec beaucoup plus d'attention que l'avis provisoire. Voilà. Merci à vous. Allez-y.